Merci à vous et merci, merci à Élite et à Marie-Lou et aux autres organisatrices de cette très belle journée qui a donc été intense et dense, et donc je vais essayer de ne pas en rajouter trop, même si j'ai pris l'audace de proposer un thème de cette intervention qui a pour titre Que peuvent les sciences sociales face au tremblement du monde. C'est très ambitieux, donc je ne pourrais pas vous donner la réponse, mais c'est simplement des questions que je me pose et que je vous pose. Au tremblement du monde, parce qu'à la veille du premier tour des élections législatives en France, le 30 juin, donc, qui se sont tenues 3 semaines après une victoire inédite de l'extrême droite en Europe aux élections européennes dans les principaux pays européens, les pays fondateurs de l'Europe, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, le Pays-Bas, la France. À la veille donc des élections législatives, l'éditorial du journal Le Monde écrivait, je cite, « L'accès de l'extrême droite au levier de commande de nos démocraties constitue le danger politique majeur qui pèse sur les pays occidentaux. Il est encore aggravé par les autres périls, guerres, catastrophes climatiques, tensions géopolitiques, secousses économiques et sociales qui font trembler notre monde. » Donc vous imaginez bien, j'ai vu un lien entre ce tremblement du monde et les frontières qui tremblent, titre énigmatique et donc très riche qu'avaient proposé les organisatrices de cette journée scientifique. Alors d'abord, je reprends et corrige un peu la citation du Monde que je viens de faire, la petite lorgnette des pays occidentaux, dans la phrase « le danger politique majeur qui pèse sur les pays occidentaux », bien évidemment doit être tout de suite dépassé au-delà des affaires politiques nationales par la prise en compte de l'entièreté de ce monde nôtre, les périls qui font trembler notre monde, ce qui est celui de la globalisation ou planétarisation, mais qui est aussi celui que certains sociologues, il y a quelques années, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman et d'autres, ont interpellé en posant la question du nous cosmopolitique. Donc ce monde-là, si on peut dire notre monde, c'est que nous avons un nous à l'échelle de ce monde-là, de la globalisation, de la planétarisation, qui, à mon sens, doit devenir l'enjeu de nos recherches et d'une certaine façon le terrain de nos recherches, même si les terrains sont toujours locaux, et là-dessus il y a eu beaucoup de réflexions, notamment en anthropologie, sur les ethnographies multisituées ou la global ethnographie, entre autres. Il y a cette urgence première, je crois, qui est de dépasser les nationalismes spontanés des milieux politiques et médiatiques qui nous envahissent dans tous les moyens de communication et qui sont natiocentrés systématiquement et comme spontanément donc natiocentrés, mais aussi trop souvent dans les milieux académiques et en particulier des sciences sociales qui sont aussi très souvent différents selon les disciplines, mais assez systématiquement natiocentrés. Avoir en tête tous les jours la nécessaire critique du nationalisme épistémologique me semble être donc une sorte d'hygiène cognitive indispensable. En défendant une anthropologie cosmopolitique, avec bien d'autres auteurs, mais je pense par exemple à l'anthropologue brésilien Gustavo Lins Ribeiro, qui défend cette formulation-là. Avec l'anthropologie cosmopolitique, je veux poser d'emblée un cadre autant éthique que scientifique, comme périmètre ou paysage de cette réflexion, de ces questions que je vous propose un petit peu avant de partir. Ça pourrait être celui énoncé
poétiquement par Mahmoud Darwish dans ce Penser aux autres, mais aussi par un autre poète, Édouard Glissant, avec le concept poétique, on va dire, du tout monde. Tout monde qu'on peut considérer désigner une évidence, une réalité, une évidence qui est celle des flux et des mélanges, des hybridations et de la créolisation de toutes sortes, et sur tous les terrains. Et au-delà, qui désigne tout le transnational et qui est évidemment présent dans toutes nos recherches, qui est très présent à l'ICM, comme parmi des auteurs majeurs que nous connaissons tous, je pense qui sont importants dans cette réflexion, Ulf Anners, Paul Gilroy, Nina Glick-Schiller, et je pense aussi, avec Damien Simoneau, à la journée scientifique que nous avons organisée justement il y a 3 ans sur vivre le transnational. Et je pense que ces choses-là doivent être systématiquement présentes dans nos méthodes et dans notre épistémé. Mais évoquer ce tout monde, à mes yeux, c'est aussi peut-être un peu politiser la réflexion, dans le bon sens du terme. C'est poser un horizon, celui du monde commun, à cette échelle-là, comme à toutes les échelles. Et là, bien sûr, cela ressemble à une utopie, mais une utopie nécessaire, qui a déjà été énoncée depuis bien longtemps, en général par les philosophes. Je pense à Hannah Arendt et à Étienne Tassin, qui entre nous l'a le plus élaboré. Et un concept qui doit s'entendre comme un outil, non pas seulement comme un horizon poétique ou politique, et non pas comme une réalité, on sait bien que le monde commun n'est pas là, mais comme un outil, un avertissement pour la nécessité supérieure de maintenir toujours la possibilité d'une conversation. Hannah Arendt avait un très beau concept qui s'appelle la conversation démocratique, c'est-à-dire jusqu'à la possibilité de faire advenir le conflit dans l'échange, en maintenant toujours la possibilité de l'échange et donc de la politique, avec et au-delà de toutes les singularités, particularités, et donc à toutes les échelles. Alors c'est ce tremblement du monde dont je voudrais vous parler un peu. Il n'est évidemment pas étranger au tremblement des frontières. Ils sont liés complètement, ils se font écho, et ils sont liés de manière fractale, sismique même. Alors je vois 3 thèmes, en fait, ou questions qui me semblent pouvoir permettre de décrire ce tremblement du monde. La première, on l'a vu pratiquement toute la journée, je pense que c'était très riche, la frontière comme un lieu et enjeu de violence, voire de guerre. La deuxième question, c'est le racisme qui est au cœur de la problématique migratoire et surtout des polémiques migratoires dans les sociétés et de ce qu'on a appelé, j'y reviendrai, la guerre aux migrants ou la guerre aux frontières. Et puis le troisième que je ne vais pas développé, mais que je vais juste mentionner, qui est la cosmopolitique, comme politique non seulement pour mieux gérer les frontières, ou, comme l'a dit Étienne Balibar, pour démocratiser les frontières. C'est un concept qu'on peut regarder de manière très pratique. Comment démocratise-t-on la frontière comme élément d'une politique? Donc, Étienne Tassin, lui, a développé cette idée de la xénopolitique, la politique avec les autres ou la politique avec l'étranger. Alors je vais prendre surtout les 2 premières questions et garder la troisième pour plus tard. Guerre aux frontières. Le collectif d'associations et de chercheurs Migre-Europe, créé en 2003, a lancé un slogan en 2004 qui mériterait d'être élevé au grade de concept ou au moins de problématique, qui est donc la guerre aux migrants. Dans un ouvrage d'ailleurs qui a été publié en 2007, Guerre aux migrants, le livre noir de Ceuta et Melilla, et qui évoque ce lieu frontière au nord du Maroc,
lors des tentatives collectives de pénétrer dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, une dizaine de personnes, c'était en 2004, originaires d'Afrique noire, ont été abattues par la police espagnole et marocaine. Cela ne s'est plus arrêté depuis. Depuis lors, c'était déjà le cas avant, mais peut-être de manière moins visible, en Méditerranée, sur les côtes africaines de l'Atlantique, sur les routes des Balkans ou dans la Manche. J'ai déjà écrit que ces frontières où l'on meurt ainsi sont des tombeaux de l'universel, donc je le réécris, je le redis, et je l'entends littéralement, car il est intéressant de savoir que les pays européens qui invoquent l'universalisme pour leur donner leur droit d'être ce qu'ils sont, les pays occidentaux, comme on dit, qui invoquent cet universalisme, le font alors qu'ils font dans le même temps, ils font de la frontière un lieu de mort. C'est l'universalisme d'États-nations, aux frontières desquelles se multiplient les morts, ou le fait pour certaines personnes de vivre avec la menace de leur disparition, une menace qui les constitue comme indésirables et qui, comme on l'a déjà évoqué, qui individualise la frontière, où qu'ils soient dans leur circulation. Philosophiquement autant que politiquement, et sans même parler de différences culturelles, diversité, etc., cela pose le problème de la définition contradictoire d'une universalité excluante, la frontière étant le lieu qui symbolise et organise cette séparation avec l'indésirable. Ça n'est pas complètement nouveau, je veux juste mentionner très vite, comme vous savez déjà, que dans la Grèce antique, l'agora citoyenne dont nous faisons notre modèle de démocratie était réservée à une part minoritaire de la population, en excluant de cette universelle démocratique les esclaves et les métèques, c'est-à-dire ceux qui, sans être esclaves, pouvaient être présents, travailler dans la ville, mais sans avoir de droits fonciers ni de droits politiques. C'est un peu les sans-papiers, quoi. Et le Brésil indépendant a pu adopter en 1822 une nouvelle constitution déclarant que les personnes naissent libres et égales, alors qu'au même moment, 42% de la population du pays vivait encore sous le régime de l'esclavage. Mais bien sûr, cela nous renvoie loin en arrière, alors que nous parlons aujourd'hui de nos démocraties, comme le fait cet édito du Monde que j'ai mentionné. Aujourd'hui, le nombre de morts aux frontières de l'Europe a de loin dépassé le chiffre de 55 000 depuis le milieu des années 90. Les chiffres, on en a beaucoup, sans arrêt, mais je crois que celui-là, celui du géographe Nicolas Lambert, et qui a aussi cartographié tout ça, se réfère au milieu des années 90 et à la création de l'Europe de Schengen, et je pense qu'on a déjà dépassé ce chiffre-là. On ne sait plus comment faire pour faire changer ça. Faut-il en parler de tous ces morts? Faut-il en parler plus? Faut-il en parler moins ou différemment? Car le drame alimente autant la peur avec les images de drame, qui sont des images de catastrophe, aux yeux de certaines personnes qui les voient, et donc alimente les partis d'extrême droite qui surfent sur cette peur des autres. Ou bien ces drames alimentent aussi la compassion, on l'a évoqué dans la journée, et une éventuelle mobilisation des gens plutôt à gauche au nom de l'humanisme et de l'égalité. C'est aux frontières que la guerre aux migrants se donne à voir, mais c'est dans la bureaucratie et le droit des États qu'elle se conçoit et s'organise, dans les médias, les gouvernements, les partis politiques, là où l'on construit, en Europe en tout cas, la figure du migrant, qui n'est pas une catégorie institutionnelle précise, mais qui est une catégorie idéologique très répandue et qui là aussi fait peur. Et donc, d'une certaine façon, faut-il encore utiliser cette catégorie de migrants, même si on peut répondre, et je l'ai déjà fait, migrant, c'est une forme grammaticale des personnes en train de migrer.
C'est là, au cœur des États, que s'élaborent les moyens techniques, financiers et administratifs pour bloquer, organiser le tri entre les personnes demandant le passage. Ces politiques violentes, paradoxalement, rendent les frontières toujours plus présentes, plus larges, plus longues sur le plan spatial, plus épaisses sur le plan social. Ça, vous l'avez largement développé. Et dans ces conditions de violence extrême, les frontières constituent des lieux de plus en plus durables, d'où il est difficile de sortir, et ce sont des sortes de sociétés multiethniques, multilinguistiques, où l'on rencontre toutes les caractéristiques des mondes cosmopolites. Eux-mêmes sont des situations de frontières, et finalement, les deux termes se confondent. Comme on voit dans ces lieux-là, ce qu'on voit dans toutes les situations cosmopolites, l'importance des intermédiaires, l'importance des traducteurs, l'importance des passeurs, etc. Société et économie, il y a un véritable marché de la frontière et de ses risques. On a parlé de la forêt du Darién, entre la Colombie et le Panama. Ce sont des zones frontières qui deviennent des espaces interétatiques où l'apparence de zones sauvages, dont Marie-Lou Sarraute nous a parlé, la forêt, laisse place à la description d'une économie du voyage, avec les équipements, les abris, d'un dispositif humanitaire, l'établissement de camps, de centres d'accueil, de tri, etc. Toute une matérialité, toute une structuration, on pourrait dire, à travers un contrôle par les États de ces zones qui sont aux marges de l'État. L'État, donc, n'est pas extérieur à cette marge, il la régule jusqu'à l'intérieur, concrètement présent, ou par délégation à des acteurs privés. Et là, je vous renvoie encore donc, au travail de Marie-Lou, des acteurs privés, commerciaux ou armés, avec la présence délégataire des paramilitaires. C'est un système où les acteurs se positionnent stratégiquement entre un gouvernement intermittent et un contrôle para-étatique avec les différents États de la région. On peut même se demander, ce que fait un collègue costaricain, si toute l'Amérique centrale finalement n'est pas une zone frontière entre l'Amérique du Sud et les États-Unis. Une longue forêt interminable, d'une certaine façon. Comme on peut se demander aussi, comme Julien Brachet l'a évoqué, si le Sahara cosmopolite, c'est le Sahara des circulations, parce qu'il est de plus en plus contrôlé par différents États, ne devient pas lui aussi une large zone frontière. Comme on peut se demander aussi, comme l'a fait notre collègue Are Knudsen à propos du Proche-Orient, si tout le Proche-Orient, pour le coup, il ne parle pas de frontières, mais il se demande si tout le Proche-Orient n'est pas un camp, n'est pas devenu un lieu d'encampement qui tient à l'écart de l'Europe toutes les situations et tous les étrangers dont on ne veut pas avoir avec lesquels on ne veut pas avoir à négocier politiquement. Le livre d'Are Knudsen a été fait avant le 7 octobre 2023 et on voit comment les frontières sont fragiles et la guerre fait d'une certaine façon partie de la problématique de la frontière. Bref, les frontières ne sont pas exactement ou ne sont plus ces non-lieux qu'évoquaient les descriptions de Tocqueville quand il décrivait dans un très beau texte la forêt de Saginaw, un texte qui s'appelle précisément la frontière, le texte qui va de Détroit à Saginaw et qui est un lieu où Tocqueville découvrait un peu émerveillé tout un monde alors qu'il cherchait les indigènes de l'autre côté de la forêt et il découvrait, disait-il, tout un monde hybride, tout un monde métis et il anticipait d'une certaine façon tous les phénomènes
anthropologiques et sociologiques liées à la frontière. Les zones frontières correspondent plutôt, je pense, à ces espaces hétérotopiques dont parlait Foucault, en tant qu'ils sont les miroirs essentiellement associés à l'objet central qui les définit, le dehors qui n'existe pas sans le dedans, qui le produit comme dehors, ou, pour reprendre les termes de Foucault, des lieux hors de tous les lieux et pourtant bien localisables. Rien de sauvage dans ces zones frontières qu'on présente volontiers comme des lieux d'ensauvagement où arrivent les nouveaux barbares. L'hétérotopie, comme la marge, est étroitement liée au pouvoir central qui la définit, la circonscrit et indirectement ou directement la gère. Anne-Laure a évoqué ce matin le fait d'être enfermé dans la frontière, la possibilité d'être enfermé dans la frontière, et il n'y a pas plus d'enfermement dans la frontière que la figure du camp. Les camps font partie des infrastructures de la frontière, et c'est ce qu'évoque évidemment, à mes yeux, la guerre en Palestine, la guerre contre Gaza et contre la Cisjordanie, où les camps de réfugiés dits humanitaires ne sont même plus des lieux de sécurité, et ça c'est le point important que je voudrais évoquer, puisqu'effectivement on voit que dans Gaza il y a plusieurs camps de réfugiés, ces camps de réfugiés de Gaza sont des souricières, et Gaza dans son ensemble est un vaste camp, ça a déjà été dit très souvent. Mais on voit aussi qu'en Cisjordanie, les camps de Balata et d'autres camps dans les territoires dits palestiniens sont également attaqués. Récemment, dans la nuit du 9 au 10 septembre, parmi toute une série, il y a eu le bombardement d'Al-Mawasi, un camp de toile qualifié de zone humanitaire sûre par l'armée israélienne elle-même, où plus de 50 réfugiés ont été assassinés dans la nuit par l'Info Palestine. Je cite l'Info Palestine. De la même façon, je cite, la Cour internationale de justice constate qu'Israël, en violation du droit international, mène une politique de colonisation, d'annexion du territoire palestinien et de ségrégation raciale, sinon d'apartheid, entre les colons israéliens et les Palestiniens. Juste un mot avant de passer au deuxième aspect de ce court développement. L'accroissement de la violence dans la frontière se voit avec aussi une certaine évolution de l'image et de la fonction du dispositif humanitaire qui a été un peu évoqué. Je voudrais juste vous suggérer reprendre une discussion en cours et vous en faire part. Peut-être que l'humanitaire n'est plus tout à fait la main gauche de l'Empire, comme j'avais pu l'écrire il y a une vingtaine d'années. L'historien Joël Glassman, qui a fait tout un travail sur l'histoire de l'humanitaire, met l'accent dans un article très récent dans la revue en ligne AOC, met l'accent sur le changement de paradigme des démocraties libérales devenant de plus en plus illibérales, dit-il, et qui se dispensent, voire se débarrassent de cette main gauche humanitaire, introduisant même le soupçon sur les actions et les discours de l'humanitaire. Agamben avait lui évoqué par exemple la solidarité secrète entre l'humanitaire et le militaire, et on a évoqué la confusion qui, je pense, existe toujours entre le sécuritaire et l'humanitaire. Mais Glassman évoque, à partir de la situation de Gaza, il évoque l'évolution actuelle où l'argument humanitaire se renverse. C'est le soupçon du gouvernement israélien qui n'est pas contredit par la politique américaine qui le soutient, d'où les attaques violentes contre l'UNRWA, par exemple, ou le bombardement possible de véhicules ou de bâtiments humanitaires qui font partie de la guerre, d'une certaine façon. Et si l'on considère que Gaza est un camp, que les camps sont une forme de la frontière,
et que l'humanitaire est une organisation liée à la frontière, eh bien, on peut penser qu'on entre dans un temps où les politiques contemporaines sécuritaires tendent à ne plus laisser même d'espace humanitaire, même plus comme main gauche de l'Empire. Donc je vous renvoie à cet article de Glassman, parce que je pense que là, il y a un débat intéressant sur l'humanitaire, puisque du côté des humanitaires, eux, la considération qu'ils sont toujours malmenés par les politiques est toujours présente, elle l'a toujours été. Et donc c'est une discussion qui est relancée. Alors le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est d'aller au fond, de dépasser finalement le paysage de la frontière pour aller tout à fait à l'intérieur du paysage, si on peut dire. Qu'est-ce qui est au cœur de la frontière du point de vue de l'anthropologie? C'est le rapport à l'autre, c'est l'altérité. On a une difficulté, et je pense que nous l'avons tous, à se dire qu'on n'arrive pas à faire passer un certain nombre d'idées, un certain nombre de résultats de recherche. Et les polémiques publiques sont bien plus fortes que la voix des chercheurs. Il me semble que l'hostilité affichée par les États face aux migrants venant des pays du Sud est l'aspect le plus sensible aujourd'hui de quelque chose qui existe longtemps, qui existe depuis longtemps et qui est aujourd'hui dans une sorte de relance globale qui est le racisme. C'est l'enseignement que j'ai tiré de mes années de recherche et d'engagement sur les mobilités internationales et l'accueil des exilés et réfugiés dans différentes sociétés. Ces migrations sont un problème public persistant dans la mesure où elles concernent des personnes venant des pays du Sud, c'est-à-dire, il faut être précis, anciennement colonisés par les pays européens qui aujourd'hui voient venir des supposés ex-colonisés toujours regardés comme des subalternes au sens de Spivak dont on a déjà parlé aujourd'hui. Elle relance ainsi un racisme né dans les contextes historiques, coloniaux, esclavagistes, d'apartheid, bien ancrés dans les structures sociales et, je dirais, mentales, dans les mémoires collectives, même s'il n'est pas toujours explicite. Les inquiétudes produites par les images et discours sur la dite crise migratoire depuis les années 2010 en Europe rejouent une partition ancienne. La peur d'être assiégé par les peuples qu'on domine et auxquels on a fait violence était présente dans de nombreux écrits de la période coloniale, ou même les fictions de colonialisme inversé abondaient déjà. De même, les défenseurs de l'apartheid et des violences qui lui étaient associées mettaient en avant la crainte de la domination et de la violence de ceux qui, pensaient-ils, se retourneraient contre eux. Comme l'a écrit l'anthropologue libanais Ghassan Hadj, dans un article qui s'appelle « État de siège, A Dying Domesticating Colonialism », point d'interrogation, c'est un ethos de colon qui se voit entouré des barbares qu'il a colonisés. Cet ethos se reporte dans le contexte global contemporain et en particulier sous la représentation d'une Europe assiégée. Sous-jacente, sinon souterraine, seule une infrapensée raciste permet de comprendre la violence persistante de ce rejet des dits migrants dans le monde aujourd'hui en général, et pas seulement en France, et pas seulement en Europe, alors que la globalisation et la banalisation du racisme à l'égard des immigrés venus des pays du Sud s'observent bien ailleurs qu'en Europe. Je parle d'infrapensée raciste au sens à la fois de la bêtise de l'argument raciste, on en a déjà parlé, et au sens aussi d'un background culturel qui est celui des sociétés européennes
anciennement coloniales et impériales, qui ont imposé leur regard à l'ensemble du monde pendant toute la longue période de l'esclavage, de la conquête, de l'esclavage et de la colonisation. Cette infra-pensée raciste est notre background culturel. Et donc là, j'accuse personne. C'est notre background culturel à tous. Mais il permet de comprendre, par exemple, la fausse évidence contre laquelle il semblait impossible de dire quoi que ce soit, du fameux deux poids, deux mesures entre la perception et les politiques publiques qui ont été menées à l'égard des réfugiés ukrainiens qui, selon certains politiques français, nous ressemblent, et celles menées à l'égard des réfugiés afghans, syriens ou soudanais désignés, a priori systématiquement, comme des menaces ou des indésirables. Alors bien sûr, les recherches sur les migrations sont importantes. Toutes les migrations, partout et dans toutes les époques, comme a été l'ambition de l'ICM et de François Héran dans la première conception de l'ICM, elles sont importantes dans le débat public, mais je veux dire d'abord elles sont importantes en elles-mêmes, car elles ont encore à faire, à construire leur légitimité dans les disciplines de sciences sociales qui restent centrées sur les territoires, l'anthropologie bien sûr, mais la sociologie ici, peut-être moins, mais aussi l'économie, les analyses culturelles, restent centrées sur les territoires, incluent difficilement la mobilité dans leur background, dans les terrains, dans les territoires de leur thème, de leur sujet de recherche, centrés sur des territoires éventuellement et très souvent natio-centrés, comme je le disais, alors que tout ce que nous voyons précisément, c'est que le monde et la population mondiale bougent partout et de plus en plus. Donc l'ICM est important et je renouvelle mon soutien à Marie-Caroline et à nos collègues de la direction de l'ICM pour obtenir une forme de continuation de ce très beau projet de l'Institut Convergence Migration. Mais pour ce qui concerne le débat public, pour ce qui concerne l'anthropologie publique, je crois qu'aller au fond de la polémique publique autour des migrations et des migrants, c'est aller au lieu central de ce qui pose problème, c'est-à-dire la forme du racisme colonial, postcolonial et global. La dernière séquence électorale en France a bien montré la rapidité extraordinaire de la remontée des actes et propos racistes dès lors qu'une situation nationale change avec la soudaine évidence de la force du Rassemblement national et la perspective très réaliste de sa prise du pouvoir, qui ont semblé libérer pendant quelques jours et valider ce fond raciste de la culture d'un État postcolonial. Un exemple antérieur, mais encore récent, datant de 2022, illustre la prégnance de cette culture raciste. Bien sûr, on peut parler des légendes urbaines, bien sûr celles que relaie Donald Trump à propos de migrants haïtiens qui mangeraient les chiens et les chats des bons citoyens américains, mais ce n'est pas la peine d'aller aussi loin, puisque l'hystérie collective s'est répandue aussi en France à propos de Noirs qui auraient été les piqueurs l'an dernier, des personnes qui piquaient dans les soirées et dans les bals. Et donc c'est comme ça que 4 personnes antillaises se sont fait lyncher dans un petit village français. Le racisme se développe partout avec l'ethno-nationalisme. Paradoxalement, on peut dire qu'il y a une globalisation de l'ethno-nationalisme avec le racisme. Les noms maintenant sont nombreux.
de Trump à Netanyahou, de Meloni à Bolsonaro, de Nodi à Le Pen. Les porteurs de cette idéologie la répandent, elle touche les citoyens de tous les continents. Ce racisme est la plus extrême des idéologies, du rejet de la relation à l'autre, un dehors, créant un dehors générique, absolu, le bouc émissaire sacrifié hors du territoire de la communauté, c'est cela, le bouc émissaire, celui qui peut être sacrifié hors du territoire de la communauté. Il est le langage de la déshumanisation qui permet d'accepter la disparition d'autres humains dans l'indifférence, puisque on considérera que ce ne sont pas tout à fait des humains comme les autres. Voilà ce que je voulais vous dire avec beaucoup d'inquiétude sur nos tâches, sur les tâches des chercheurs en sciences sociales. Effectivement, les recherches sont importantes sur la migration, les recherches sont importantes sur la complexité de la frontière, et elles sont importantes aussi sur les multiples formes et le renouvellement du racisme qui remettent en cause fondamentalement la possibilité de l'altérité de la relation à l'autre. Et je vous remercie, et je dois passer la parole à Élite.